parole lui aimerait compléter avec M. Coman-Zebrachan. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Secrétaire d'État, le premier mot qui me vient en tête, s'agissant de ce dossier du Palais du Midi, c'est consternation. Consternation car une fois de plus, une fois de trop, les pouvoirs publics se sont surpassés en termes d'incompétence, de choix maladroits, de dépassement de budget et de timing, sans compter le désastre patrimonial, sans compter l'exemplarité des pouvoirs publics que vous faites sauter en éclats, sans compter le fait d'avoir écarté les alertes des experts sur les risques liés au tracé. Donc, non, le groupe MR ne va pas couvrir votre gestion catastrophique de ce dossier. Ne comptez pas sur notre aide pour couvrir vos échecs. Durant les années 50, 60, 70, on a connu les désastres de la bruxellisation, dont les conséquences se font encore ressentir aujourd'hui. Avec la création de la région de Bruxelles-Capitale et les nouvelles règles urbanistiques, architecturales, patrimoniales, on a prétendu avoir mis fin à ces abus d'un autre âge. Mais je dois bien constater que le gouvernement bruxellois parvient encore à me surprendre. Oui, enfin pas toujours, dans le bon sens. On est parvenu aujourd'hui à créer la néo-bruxellisation. Alors c'est la même chose que la bruxellisation, mais celle-ci, elle est portée et justifiée par les pouvoirs publics. Mes félicitations, ou pas. Il n'y a pas à dire, on est toujours plus inventif dans votre gouvernement. Si n'importe quel promoteur, développeur ou investisseur privé aurait proposé cela, on lui aurait vite jeté son dossier à la figure. Pire, si le MR avait été aux affaires ces 20 dernières années à la région, je n'ose imaginer les cris d'effroi sur les bancs de l'actuelle majorité. Tout d'abord, je veux insister sur l'impréparation et l'amateurisme du gouvernement bruxellois. Cela fait 2 ans déjà, vous l'avez dit, Madame la Secrétaire d'État, 2 ans déjà que l'on est au courant, plus de 2 ans même, qu'on est au courant de la difficulté dans ce dossier. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous comprendrez mon inquiétude parce qu'on continue aujourd'hui encore, semaine après semaine, mois après mois, à se prendre les pieds dans le tapis dans ce dossier. Même si vous avez été incapable, depuis votre arrivée, de mener ce dossier à bien, puisque si j'en crois des informations internes, et je les tiens de bonne source, normalement ce dossier aurait dû au moins arriver sur la table ici, de notre commission, il y a 2 semaines. Là encore, on a dû reporter en urgence la séance parce qu'on était de nouveau dans l'impréparation complète et que, comme le texte avait été envoyé trop tard au Conseil d'État, évidemment, la réponse du Conseil d'État n'est arrivée que plus tard, fin août, c'est bien logique. On devait aussi leur donner la possibilité de répondre adéquatement à un dossier particulièrement complexe. C'est donc, comme je le disais, avec cette profonde consternation et une sincère préoccupation concernant l'avenir du Palais du Midi que je m'exprime aujourd'hui. Ce monument historique, symbolique, symbole de notre patrimoine architectural, est sur le point de subir un destin tragique du fait d'un projet qui semble mal conçu, mal ficelé et mal suivi. Les conséquences de cette décision sont potentiellement désastreuses sur le plan patrimonial, mais également, comme je l'ai dit, sur le plan de l'exemplarité. Et j'espère que vous pourrez revenir là-dessus, parce que cette exemplarité, je pense que vous y êtes attentive. Les termes employés par le gouvernement bruxellois pour justifier cette décision, à savoir démontage de la toiture et démantèlement, ne correspondent pas à la réalité de ce qui se prépare. En réalité, il s'agit d'une destruction pure et simple, voire de ce que l'on pourrait qualifier de façadisme, ni plus ni moins. Ces termes semblent bel et bien être utilisés pour adoucir une décision difficile à avaler, surtout en cette période préélectorale. Peut-être parce qu'ils évoquent des souvenirs douloureux d'une époque où l'urbanisme ne tenait pas compte de la valeur de notre patrimoine. Pendant plus de 2 ans, le blocage du chantier sous le Palais du Midi a été caché au public par les autorités. Dois-je vous rappeler à cet égard mon intervention de décembre 2022, à laquelle la ministre Van den Brand me répondait en substance « Tout va très bien, Madame la Marquise. 3 petits points. On a juste un petit souci. » Allez vérifier la réponse. On a juste un petit souci sur un tronçon de 120 mètres. Ça, c'était la première fois qu'on nous sortait qu'il y avait peut-être un problème. Peut-être.
en omettant évidemment de préciser que ce petit souci allait représenter plusieurs centaines de millions d'euros à charge des contribuables bruxellois. Merci pour eux au passage. Pendant ce temps, plusieurs solutions alternatives ont été étudiées par la STIB et le gouvernement. 3 d'entre elles ont été officiellement déposées sur la table du gouvernement récemment. Et donc, le blocage actuel n'est pas d'ordre technique, mais découle de différends financiers entre la STIB et le consortium d'entrepreneurs. Au lieu de résoudre ces différends légalement, le gouvernement bruxellois et la ville de Bruxelles ont choisi la voie de la destruction du Palais du Midi pour accélérer le projet de métro 3. De plus, l'entrepreneur, s'il est impliqué dans le chantier, pourrait bénéficier d'un marché à un prix plus élevé que celui initialement prévu, ce qui là aussi n'est pas sans poser des questions. Est-ce le scénario de destruction qui est réellement le plus rapide et le moins cher? Rien n'est moins sûr, car de nombreuses questions restent toujours sans réponse. Les coûts annoncés englobent-ils la reconstruction du bâtiment? Le consortium d'entrepreneurs considéré par la STIB comme responsable sur le plan technique et financier contribuera-t-il au surcoût? Et le cas échéant, pour quel montant? La ville de Bruxelles prévoit-elle de cofinancer la reconstruction du Palais du Midi au détriment d'autres dépenses importantes? Le nouveau Palais du Midi sera-t-il une réplique conforme ou fera-t-il l'objet d'un nouveau projet? Combien d'années le bâtiment sera-t-il, en combien d'années sera-t-il reconstruit? Avec quel programme d'activité? Les acteurs déplacés aujourd'hui seront-ils encore bienvenus demain? Quelles garanties et quelles aides seront fournies pour les aider à traverser cette période difficile? Quand sera-t-il des façades démontées? Seront-elles mises à plat dans un entrepôt, comme ce fut d'ailleurs le cas voici quelques années avec cette splendide façade Horta, dont les pierres ont finalement été volées ou ont servi de toilettes art nouveau pour des squatteurs qui occupaient les lieux? Par ailleurs, il semble difficile de croire que la ville de Bruxelles ne verra pas cette situation comme une opportunité immobilière pour rentabiliser cet infortuné coup du sort. Le cynisme n'est jamais très loin dans ce dossier. Alors il est temps de mettre un terme à cette situation. La destruction du Palais du Midi n'est pas la solution technique inévitable qu'on nous présente. C'est un choix politique fait par la région Bruxelles-Capitale et la ville de Bruxelles. Un choix irresponsable qui résulte d'une grave erreur commise dans la gestion de ce projet. Les conséquences de ce choix seront ressenties en premier lieu par les usagers du Palais du Midi, les habitants, les commerçants de l'avenue de Stalingrad et du boulevard Lemonnier, ainsi que par l'ensemble du tissu socio-économique de ce quartier, déjà éprouvé par des années de travaux incessants. Les commerçants du Palais du Midi seront les premières victimes, mais cette situation ne sera que le début d'une réaction en chaîne qui perturbera l'équilibre du quartier tout entier. Ce bâtiment abrite non seulement 35 commerces, mais également 37 clubs sportifs, ainsi que 3000 membres, ainsi là aussi que la Haute École Francisco Ferrer avec 1200 élèves. Autant dire que cette situation équivaut à une mise à mort économique et sociale du quartier. Et aucune somme d'argent ne pourra compenser cela, en particulier en termes de pertes sociales, un aspect totalement négligé par le gouvernement et la STIB. Malgré les déclarations de la secrétaire d'État Barbara Tract qui avait promis une décision, et je la cite, prise en concertation étroite avec la ville de Bruxelles, les riverains, les associations, les commerçants et les autres usagers du Palais du Midi. Fermez les guillemets, il est clair que ce ne sera pas le cas. Les réunions ont eu lieu principalement entre les cabinets politiques et la ville de Bruxelles. Les usagers, les riverains et les autres commerçants du quartier qui font partie du panel Toute Stielemans qui ont été convoqués à la dernière minute pour la réunion d'information qui s'est donc déroulée en ligne. Cela ne témoigne pas d'une véritable participation citoyenne ni d'une transparence honnête dans le processus décisionnel. Quant à Toute Stielemans, ce dernier doit certainement se retourner dans sa tombe, à voir comment son nom aujourd'hui est associé à un tel fiasco. Enfin, détruire le Palais du Midi ne doit pas être considéré comme une tâche facile, car le gouvernement sous-estime la difficulté de préserver notre patrimoine bruxellois tout en réalisant un chantier de cette envergure. La Commission royale des monuments et sites avait déjà mis en garde contre les dangers d'une intervention qui pourrait fragiliser, voire détruire des éléments essentiels de la structure du bâtiment. La Roue a par ailleurs déposé, et je le rappelle ici, une demande de classement du bâtiment, y compris ses intérieurs, ce qui n'a rien d'anodin. Donc, mes questions ici complémentaires sont les suivantes. Concernant la procédure de classement, comment la CRMS n'a-t-elle pas rendu cet avis et quelles en sont les conséquences? Quand le gouvernement décidera-t-il ou non d'entamer la procédure de classement?
Par ailleurs, dans l'exposé des motifs, on lit ceci, et je vous le lis ici. À ce stade, les décors intérieurs du palais de justice sont en cours d'étude, mais ne semblent a priori plus présenter de valeur d'ensemble. Si localement certains éléments ne semblent pas être légion, se révélaient néanmoins intéressants. Ils devraient sans doute être préservés en vue d'être replacés au sein d'une nouvelle construction. Fermez les guillemets. Alors, ces éléments ne sont pas très clairs à titre personnel. Comment va-t-on objectiver que les décors intérieurs présenteraient de l'intérêt? Auquel cas, quelles mesures de conservation pourraient-elles être mises en place? Et à quel moment de la procédure va-t-on évaluer cet intérêt? Et qui va s'en charger? Par ailleurs, pour ce qui concerne les façades, on lit l'exposé des motifs. Je le dis de nouveau, ouvrez les guillemets. Quant aux façades, elles présentent également, a priori, plus d'intérêt que ce qui mérite d'être examiné. Alors, si tel est le cas, avec ou sans classement ou inscription sur la liste de sauvegarde, elles seraient, dans tous les cas de figure, conservées et dûment préservées. Alors, s'agit-il... S'il s'avère qu'elles ont de l'intérêt, ce que je pense être le cas, comment les façades seront-elles préservées? Voilà, comme je l'ai déjà demandé tout à l'heure, et dans quelles conditions? Ça, c'est vraiment un point très très important. On lit encore, les études effectuées montrent que ces façades ne seraient pas mises en péril par les travaux de déconstruction. Pourriez-vous nous prouver cela? Et s'agit-il en effet, il semble en effet que ça n'était pas de l'avis de la CRMS. Enfin, et j'en termine avec ça, lors de l'instruction du permis, il est prévu que l'avis CRMS ne soit pas contraignant, puisque le gouvernement aura décidé de ne pas faire droit à la demande de classement. C'est l'article 22. Donc dans le COBAT, vous savez que l'avis de la CRMS est contraignant puisqu'il concerne un bien pour lequel une procédure de classement est ouverte. Alors je voudrais savoir comment il est possible, ça c'est vraiment plus politique, mais ça me semble étrange pour le gouvernement d'être déjà anticipé une fin de non-recevoir à cette demande de classement sans même avoir procédé à son analyse de façon approfondie. Je trouve à tout le moins que c'est bizarre. Donc il est temps, et j'en termine par là, il est temps de prendre une décision responsable, de reconnaître les erreurs et de préserver notre patrimoine tout en trouvant des solutions viables pour la mobilité dans notre ville. D'avance, je vous remercie pour votre attention. Je peux commencer? Ah, t'es là. Mais tu sais qui a choisi le nom, hein? Oui, ok. Madame la secrétaire d'État, allez-y. Très bien, merci. Donc, on a parlé du débat tram, bus, métro, tracé, budget, qualité des cahiers de charges, timing, compensation, relocalisation. Donc, je répète ce que j'ai dit au début de mon intervention. Ici, le débat porte sur une accélération de la procédure de demande de permis d'urbanisme et donc pas de tous ces autres sujets qui doivent être débattus dans d'autres commissions. Et donc, je vais surtout répondre, et même uniquement, aux questions qui sont liées à l'ordonnance même. Voilà, Monsieur Weizmann et Monsieur Commons, vous avez posé des questions sur... vous avez dit que tous les chantiers du métro durent beaucoup trop longtemps, mais en même temps, vous vous opposez à une ordonnance qui permet d'aller plus vite, donc c'est assez contradictoire. Monsieur Weizmann, vous avez dit que l'ordonnance met à mal tout ce qui est concertation et participation, et je tiens quand même à vous dire que ce n'est pas du tout le cas, et on a veillé justement au fait qu'il y a les délais de l'enquête publique de la commission de concertation soient maintenus. Tous les délais qui sont raccourcis, c'est les délais administratifs. Et donc, on ajoute même une réunion d'information supplémentaire qui n'est pas prévue dans la procédure classique. Donc, c'est quand même un élément très important auquel on a voulu veiller, donc j'insiste là-dessus. Concernant vos questions, il y avait une question sur justement le fait que ça soit en dehors du champ d'application de la directive 2001-42. Donc ici, on a apporté du motivation en plus. Je parle des éléments qui ont été abordés par le Conseil d'État. Hein. Donc on a abordé une motivation en plus pour justement expliquer pourquoi c'est un cas spécifique et donc pas un plan.
ou un programme. Et ça, pour nous, voilà, cette motivation a été demandée par le Conseil d'État, on l'a donnée. Il y a eu à plusieurs reprises concernant les demandes du Conseil d'État cet aspect procédure one-shot pour quelque chose qui est d'intérêt général. Je pense qu'il y a eu des avis un peu partagés. Est-ce que c'est une procédure qu'on doit prévoir dans le nouveau COBAT, cette procédure un peu d'accélération quand il y a des questions d'intérêt général? Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait prévoir pour que ça ne soit pas un one-shot, mais qu'il y ait une procédure spécifique dans le nouveau COBAT. En même temps, en effet, il est utile de revoir les délais d'un sens large. Vous savez tous qu'on a fait une évaluation de tout ce qui est demande de permis et toutes ces procédures de permis dans le cadre d'une révision du COBAT. On va présenter une note avec des propositions au gouvernement pour revoir tout ce qui est lié au permis dans le nouveau COBAT. Et donc là-dedans, on va essayer de faire plus simple, on va essayer de raccourcir les délais. Bien évidemment, et c'est quelque chose qui est abordé par Groen, les conditions de travail de l'administration doivent être garanties, pas uniquement dans cette procédure, mais toujours. Et donc, cette évaluation a été terminée, va venir bientôt avec des propositions au gouvernement. Et l'idée de faire quelque chose, une procédure d'exception peut être intégrée à cet instant pour éviter cet élément one-shot. Concernant... attendez, je vais reprendre mes questions. Monsieur Commons, vous avez posé plusieurs questions quant au rôle du CRMS. Donc, le CRMS n'a pas rendu un avis dans le délai parce qu'ils ont dû le faire pendant l'été. Ils n'ont pas réussi à faire une réunion dans les temps. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas rendu un avis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas encore rendre d'avis. Ils l'ont déjà fait et peuvent encore le faire, mais ce ne sera pas un avis auquel on doit répondre dans le cadre de cette procédure. Il y a aussi... donc, combien de jours a le gouvernement pour s'exprimer? Donc, c'est 60 jours après le 4 septembre. Et... c'est un délai d'ordre. C'est quoi? Un délai d'ordre. Un délai d'ordre? Oui. Attendez, je vais juste reprendre un peu mes données. Il y avait aussi une question quant aux façades. Hein? Les façades, parce que M. Commons vous demandez si les façades vont être stockées quelque part. L'idée est que les façades restent sur place. Donc, ils vont être... normalement, ils ne bougent pas, ils vont rester sur le chantier. Et... voilà, je vais juste essayer de retrouver mes notes que j'avais faites. Attendez, je suis un peu perdue dans mes papiers. Voilà. Est-ce que je peux juste préciser, en fait, ce qu'il y a, c'est que dans l'engagement politique qui me semblait avoir été pris, c'est qu'on allait protéger ces façades. Or, dans l'exposé des motifs, la protection de ces façades semble conditionnée à une nouvelle étude pour déterminer la pertinence du bien. Donc, c'est ça quoi. Non, les façades vont être maintenues, mais pourquoi prévoir peu importe s'ils soient classés ou pas. Donc, ça c'est bien mis dans la motivation. Non, dans l'exposé des motifs, et Mme Potier l'a relu d'ailleurs in extenso, il est marqué a priori. Donc, pourquoi avoir mis ça? C'était ça la question. Mais le son a priori, c'est chaque fois mentionné. Mais c'est aussi mentionné que même sans classement, les façades vont rester sur place. C'est pas clair. C'est pas clair du tout, justement. C'est ce que je disais. Il y a clairement un problème. Ok. J'ai juste oublié. Je trouve plus ma feuille. Er is een kwestie naar de bescherming, maar zoals dat jij het correct stelt, Ja. los van die bescherming gaan die gegevens niet aangetast worden door projecten. Non, mais c'est ça que j'ai dit. Ja. Il y a une procédure de classement en cours. Oké, ja. Maar dat heb ik gezegd. Hè. Ja. Oké.
Donc la procédure one-shot, j'ai déjà répondu à cette question. Les demandes quant aux conditions de travail, jij had een vraag gesteld over de werkomstandigheden. Ja, de administratie kan perfect met deze gereduceerde délais kan nog perfect de vergunning afleveren. Dat wordt geen probleem voor de werkomstandigheden. Meneer Matthias van den Borre, je had een vraag gesteld. Oh, ik was even uw naam kwijt, Matthias. Ja, sorry. Ja, en over wat betreft de... Ja, dat weet ik. Ik was even... Matthias, ik moest even kwijt. Als het gaat over de... je hebt schrik over de rechtsgrond van de ordonnantie. Het is ook om die reden dat we een advies hebben gevraagd bij de Raad van State. En de Raad van State, hun opmerkingen waren eigenlijk behoorlijk beperkt. We hebben ze ook allemaal geïntegreerd. Dus we maken ons eigenlijk weinig zorgen over de rechtsgronden van de ordonnantie. Ik denk dat we daar stevig in onze schoenen staan. Dus dat en er is nog altijd, dat is ook belangrijk, er is een mogelijkheid tot beroep. Maar op zich denken we dat we echt een goede ordonnantie geschreven hebben. Madame Potier, vous avez posé des questions sur plein de choses qui n'avaient rien à voir avec l'ordonnance, c'était d'autres ordres. Quant aux indemnisations des commerçants, c'est un débat qui en effet, c'est un débat qui est en cours. Il n'y a pas encore de décisions qui ont été prises au niveau du gouvernement, mais comme vous savez, c'est plutôt ma collègue, Madame Tracht, qui doit venir avec une proposition à ce sujet, et ce n'est pas ici que ça doit être discuté. Les CRMS, pourquoi ils n'ont pas fait d'avis, j'ai déjà répondu à cette question. Voilà, je pense avoir l'information, quand est-ce que les commerçants et les quartiers vont être informés au plus vite. Une fois que l'ordonnance est votée, on va avoir un planning de différentes étapes. Et une fois qu'on va communiquer au plus vite une date d'information dans le cadre de l'étude d'incidence. C'est l'étude d'incidence, le fait qu'on peut le faire préalablement à la demande de permis qui nous permet de gagner le plus de temps. C'est quelque chose qui, normalement, cette étude d'incidence doit être faite au moment que la demande de permis est déposée. Le fait de pouvoir le faire préalablement nous permet de gagner du temps, et ça nous permet aussi, et ça c'est, je trouve, une bonne chose, d'inclure les conclusions de l'étude d'incidence dans la demande de permis. Donc c'est en fait une avancée. Voilà, il y a eu plein de questions qui en soi n'ont rien à voir avec l'ordonnance. Voilà, je pense avoir répondu aux questions qui ont été posées, qui nous concernent. Ah, le bouwmeester. Oui, et donc il y a plusieurs avis qui vont être demandés dans le cadre de la procédure. C'est auprès du CAMU, le Collège de la Ville de Bruxelles, Bruxelles Mobilité, le KCML et le BMA. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a fait cette fois-ci qui n'est pas prévu dans la procédure normale. C'est demander de nouveau un avis de la CRMS dans le cadre de la procédure, tout comme le BMA. Mais c'est quelque chose qui est prévu dans l'ordonnance. On va redonner la parole aux collègues pour une réplique éventuelle, mais peut-être, Madame Persons, pourriez-vous, ou alors j'ai été inattentive, ça a peut-être été fait, exposer les deux amendements? Oui. Donc, je vais faire ça. Donc, il y a un amendement ik ga het anders in het Nederlands doen. Er was een incoherentie tussen verschillende artikels. Er was een incoherentie tussen artikel 23 en 24 over de periode waarin de stad Brussel hun advies moest uitgeven. Dus het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel moet na het openbaar onderzoek binnen 7 dagen hun advies overmaken.
En in artikel 23 was er sprake van 5 dagen en in artikel 24 van 7 dagen. En om die incoherentie uit de ordonnantie te halen, dienen we dit amendement 1 in bij artikel 24. Het college van de stad Brussel heeft 7 dagen na de sluiting van het openbaar onderzoek om hun advies over te maken. En dan is er een tweede amendement bij artikel 28. Dat gaat over het Stedenbouwkundig College. Dat is ook naar een opmerking van de Raad van State. Dus als de regering, als er een beroep is ingediend, als de fonctionnaire délégué zich niet uitspreekt en binnen de periode die is vastgelegd, dan Monsieur Coumans de Brechin. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Secrétaire d'État, je vous parlais tout à l'heure de ma consternation. Malheureusement, elle n'est pas moins grande aujourd'hui en regard des réponses que vous nous fournissez. On a posé beaucoup de questions et malheureusement, on a obtenu fort peu de réponses et encore moins de réponses complètes et ou convaincantes. Alors vous me direz, c'est un peu le rôle de l'opposition, de critiquer, de fustiger, de dire que rien ne va. Je me rends compte tout d'abord, et je tiens à souligner de temps en temps que certains membres de la majorité ont également émis de vives réserves. De vives réserves, et ce n'est pas toujours le cas, mais ici, on peut rappeler quand même la volonté d'abstention, en tout cas d'un membre de Défi, je souhaite le souligner, parce qu'eux-mêmes, aujourd'hui, se posent des questions. Ça ne sont pas les seuls, je pense, eu égard à tout ce qu'on a entendu, par rapport à ce projet. Ça, c'est une remarque générale. Quelques craintes, parce que j'entends en tout cas quelques membres de la majorité, à tout le moins le PS, pas à un seul moment dans son intervention ne parle de patrimoine. Et je pense qu'ici, la question patrimoniale, elle est essentielle. Voilà, le bâtiment, il est un bâtiment d'ordre patrimonial, important. Et je pense que ne pas en parler, ne pas évoquer cela, pas à un seul moment, ben je pense en tout cas que ça pose question, mais ça c'est mon regard. Je pense aujourd'hui que c'est évidemment important, mais c'est aussi important, et je l'ai dit, du point de vue économique et social pour ce quartier, parce que les conséquences seront extrêmement importantes. Et budgétairement parlant, je pense d'ailleurs que dans le chef de Écolo, on l'a abordé, passer de 1,7 million à 4,7 millions, ça ne sont pas mes chiffres. Milliards, pardon, vous avez bien raison, milliards, merci, oui, évidemment, c'est complètement fou. Par contre, ce que vous avez évoqué, Madame la Secrétaire d'État, c'est que normalement, ce type de procédure devrait prendre 3 à 4 ans. Vous espérez gagner 1 à 2 ans. Je trouve d'abord qu'on agit ici avec beaucoup de légèreté. 1 à 2 ans. 1 à 2 ans. Donc, du simple au double, déjà, dans le temps gagné. J'aimerais bien qu'on puisse être plus précis. Alors, vous me direz, il y a toujours des incertitudes, il y a toujours des risques par rapport au recours, mais je trouve quand même qu'on est un peu vague. Je rappellerai aussi que, pas plus tard que la semaine dernière, votre collègue, Madame Benamou, dans un salon lié à l'immobilier ici à Bruxelles, et je peux vous reprendre ses propos, j'ai même eu l'occasion de les reprendre ici et les filmer, évoquait, je vous le cite, évoquait qu'il y avait un problème au niveau des permis d'urbanisme, sans vous mettre en cause directement, mais elle le citait quand même, en disant qu'en moyenne, et je vous le cite, en moyenne, les permis d'urbanisme en région bruxelloise étaient trop longs parce que ça durait en moyenne 7,5 ans. Alors, je ne sais pas qui dit la vérité. Est-ce que c'est Mme Benamou qui exagère? Est-ce que simplement elle a des chiffres actualisés? En tout cas, il y a clairement de quoi se poser des questions. Mais ça veut dire aussi un risque. Parce que si on est sur 7,5 ans, ici, on le sait, il n'y a aucun doute, et je pense que vous aussi, vous n'avez aucun doute là-dessus, c'est qu'il y aura des recours sur ce dossier. Donc on a intérêt à avoir quelque chose, vous avez intérêt en tout cas à avoir un dossier bien ficelé. Parce que sinon, vous êtes reparti pour, ce ne sera pas 1 à 2 ans. Vous êtes parti pour bien plus, Aujourd'hui, on est en train de fêter des questions complémentaires. Justement. Ce qui m'embête, et je voulais savoir quand, est-ce que vous avez une date de quand est-ce que ce dossier a été transmis tant à la Commission Roi des Monuments et Sites que, parce que vous parlez du fait qu'ils étaient en vacances, qu'au Conseil d'État. Parce que si le Conseil d'État vous répond fin août, moi je voulais un petit peu savoir pourquoi, et pourquoi ça a été envoyé probablement si tardivement.
Par ailleurs, je suis très embêté sur ce côté particulièrement vague quand, à 2 reprises dans vos articles, il est mentionné a priori. A priori, on va maintenir les façades. A priori, on va voir ce qu'on va pouvoir garder à l'intérieur si, d'aventure, il y a encore des décors. Mais a priori, ça ne veut rien dire pour moi. A priori, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on va voir. Et si je peux... Oui, mais ça, c'est et j'en termine. Okay. Donc, l'ARO a introduit une demande de classement du Palais de Midi le 13 juillet. Et le 19 juillet, DPC, donc la Direction des patrimoines culturels d'Urban, a envoyé le dossier ils ont envoyé un accusé de réception le 18 juillet et le 19 juillet, donc tout de suite après, ils ont sollicité l'avis de la CRMS. Donc on n'a pas perdu du temps. Donc dès que la demande de classement nous est parvenue, on a envoyé le dossier à la CRMS. Et donc ils avaient 45 jours pour émettre un avis. Et ils ne l'ont pas fait. Et concernant les façades et l'intérieur, donc, toute la recherche pour savoir l'intérêt patrimonial va se faire maintenant dans le cadre de cette procédure. Il y a déjà eu des études et le DPC va continuer ses études dans le cadre de la procédure. Voilà, vous avez... oui, je vous remercie. Je comprends évidemment qu'une administration qui reçoit les documents le 19 soit probablement incapable de les traiter dans 45 jours, puisque si ce Parlement prend 2 mois de congé, il est difficile de demander à des administrations comme la CRMS de pouvoir répondre dans un délai de 45 jours. C'est en tout cas une question qui, à mon avis, est légitime. Mais ici, et c'est une question claire que je vous avais posée également, et je vous la relis, lors de l'instruction du permis, il est prévu que l'avis CRMS ne soit pas contraignant. Et c'est dans votre article, article 22, puisque le gouvernement aura décidé de ne pas faire droit à la demande de classement. Je vous le redis, parce que c'est quand même important sur vos 84 pages de texte. Donc, je pense ça particulièrement étrange parce que, et je vous le redis, vous anticipez d'ores et déjà une fin de non-recevoir à la demande de classement. Donc, quand bien même la CRMS aurait déposé un texte, vous le dites déjà ici, vous estimez que de toute manière, vous n'allez pas en tenir compte. Pour moi, ça, c'est particulièrement dérangeant et j'ai du mal à comprendre que d'autres membres de votre majorité acceptent de suivre cela. Je suis très mal à l'aise et je pense d'ailleurs que ça pourrait être un motif d'ailleurs de remise en question, un des motifs de remise en question de votre texte à cet égard. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que cet article 22, en tout cas à cet égard, est particulièrement malaisant. Ce qu'on dit, c'est que de toute façon, on doit avoir, le gouvernement doit s'exprimer sur le classement avant qu'un permis est délivré, et ça va de soi. Mais les 2 procédures, ce qu'on n'a pas fait cette fois-ci, c'est attendu la fin de la procédure de classement avant de lancer, de voter cette ordonnance et de permettre de déposer une demande de permis. Donc ces 2 choses peuvent se faire en parallèle, mais le gouvernement va devoir s'exprimer sur le classement, oui ou non, avant que le permis soit délivré. Ça va de soi. Voilà, je pense qu'on a bien abordé cette question. Meneer Van den Borre. Ja, Bien.